Bonjour à tous. On est là maintenant pour parler ensemble critères ESG et circularité. On parle de deux sujets brûlants de l'année dans les agendas des COMEX. Et pour cause, la prise de conscience devient de plus en plus forte sur l'urgence de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. On sait aujourd'hui qu'il nous faudra à terme, c'est-à-dire à terme à 2030, diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire très concrètement une crise Covid par an. On sait aussi, grâce au travail de Carbone 4, que les actions individuelles ne permettent de réduire les émissions qu'à hauteur de 25%, et encore dans l'éventualité où chaque citoyen met en œuvre toutes les actions possibles à son échelle. Donc les entreprises sont sommées d'agir plus que jamais. Oui, mais comment? C'est ce qu'on va voir ensemble avec plusieurs intervenants. Et je vous demande tout de suite d'accueillir sur scène avec moi Amandine de Souza, directrice générale du Bon Coin. Géraldine Olivier, directrice RSE groupe Fnac Darty. Chantal Joignot, senior advisor transition écologique pour Accenture. Et François-Xavier O'Mahony, directeur exécutif responsable de la sustainability pour le retail en Europe chez Accenture. Merci à tous les quatre d'être avec moi pour parler de ces deux grands sujets d'actualité. Je vais d'abord me tourner vers l'expertise analytique d'Accenture, puisque vous êtes bien représentés. Pour ma première question, toujours une question de contextualisation pour commencer. Où en est-on très concrètement dans la transition écologique dans le secteur du retail? Ah, alors là, ça n'avance pas du tout. Celui-là, il fonctionne. Merci. Donc oui, ça avance. Ça avance. Le passage à l'action commence vraiment. Les distributeurs testent à la fois des nouvelles offres et des nouveaux services qu'on peut qualifier de écologiques. Donc, notamment tout ce qui est autour de la location, de la seconde vie, de la réparation. Donc ça commence à passer à l'action. Et puis, il faut savoir que sur l'impact carbone d'un distributeur, l'essentiel, ce sont les produits qui sont vendus. Et donc, beaucoup se mettent à faire de l'éco-conception. Et donc, aujourd'hui, en moyenne, on est autour de 1/3 des produits qui sont éco-conçus pour les distributeurs qui s'y mettent vraiment. Donc, 1/3, c'est déjà bien, mais il reste 2/3. Donc, il y a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir. Et en fait, ce qui permettrait d'aller plus vite dans la transition écologique, c'est vraiment non seulement de faire des choses et des initiatives écologiques, mais d'arrêter de faire des choses qui sont non écologiques. Et donc, c'est vraiment comment on passe d'un modèle à un autre. Et ça, ce n'est pas encore complètement dans le cœur des décisions des distributeurs. Et quand je dis on arrête de faire des choses qui détruisent la planète, c'est par exemple, faut-il encore faire des zones de magasins outlet avec des produits à moins de 1 euro, moins 2 euros, moins 5 euros, voilà. Tous ces genres d'initiatives commerciales ne sont pas forcément complètement compatibles avec la transition écologique. Et donc, ce qui ferait vraiment avancer, c'est une refonte réelle de la politique commerciale et d'animation client. Voilà, des produits, un programme de fidélité qui vous reward si vous faites réparer votre produit. C'est des produits de seconde vie en entrée de gamme à la place de produits premier prix. C'est des promotions qui font découvrir des alternatives low carbone à des produits. Voilà, c'est ça qui ferait vraiment avancer la transition écologique. Ça commence, mais voilà, il y a du chemin à faire. Et vous me disiez que le choix n'existait pas, puisque finalement, moi je parlais de 2030 en introduction, vous parlez de 2040. Le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir de manière visible. Ceux qui ne changeront pas de business pourront disparaître à terme à cette échéance-là. Bon, et Chantal, pour vous, il est quasiment, enfin, en tout cas, au-delà d'une prise de conscience qui avance, il est presque déjà trop tard sur certains sujets, je crois. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, en fait, la question, c'est pas un choix de changer ou pas. On n'est plus dans le registre de la responsabilité, on a envie d'atténuer. On est dans l'impératif de changer parce que
on est confronté à beaucoup de bouleversements, dont les bouleversements écologiques, que j'appelle souvent des disruptions écologiques. Parce que les gaz à effet de serre, vous connaissez les questions du climat, les gaz à effet de serre, même si aujourd'hui on était hyper vertueux, on arrêtait complètement d'émettre des gaz à effet de serre, le problème c'est qu'ils ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère, qui peut aller jusqu'à plus de 100 ans. Donc là, on est en train d'hériter tous les gaz à effet de serre passés, donc le réchauffement climatique, il est engagé. Il est là et il sera là pour les années qui viennent. Et en plus, on n'est pas vraiment vertueux. Même si tous les pays tenaient les engagements qu'ils ont pris à la conférence de Paris, la fameuse COP de Paris, dont tout le monde s'est félicité, donc même si tous les pays tenaient leurs engagements, ce qui n'est pas gagné, on aura un réchauffement qui sera au moins de plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. Ça vous paraît peu, c'est monumental. C'est vraiment monumental, ce sera même plus 4 degrés en France. Et ça va avoir des tas de conséquences. Ça va avoir des conséquences sur le vivant, la biodiversité, on les voit déjà ces conséquences sur l'approvisionnement en produits agricoles. Ça va avoir des conséquences sur l'eau. Et l'eau, c'est un très bon exemple, c'est celui que je cite parce que c'est le plus frappant. C'est très documenté, c'est des sujets sur lesquels vous avez des tonnes d'études scientifiques. Il y a une étude qui a été publiée par le World Resources Institute, qui est absolument passionnante sur les questions de l'eau, et qui montre par exemple que tous les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, à un horizon très proche, puisque un horizon 2050, bon, dans mon esprit c'est un horizon très proche, seront en stress hydrique extrêmement élevé. Extrêmement élevé, ça veut dire qu'ils vont consommer plus de 80% de la ressource en eau qu'ils ont. Donc ça veut dire que quand il y aura des choix à faire, ce sera d'abord l'alimentation en eau de la population, ensuite l'agriculture, et s'il en reste, peut-être les industries. Donc, toutes les personnes qui sont ici, si vous avez des fournisseurs dans ces pays-là, ça va être un sujet majeur à l'égard de pour l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement et de votre chaîne industrielle. Et c'est marrant qu'on ait cette discussion aujourd'hui, parce que je lisais ce matin que les États-Unis viennent de lancer un conseil fédéral de la résilience des systèmes d'approvisionnement pour garantir à l'avenir les systèmes d'approvisionnement sur toutes leurs industries stratégiques, défense, énergie, semi-conducteurs. Donc on est là sur un sujet qui nous concerne en direct, mais pas que nous, et on voit que ça devient un des sujets majeurs d'avenir. Donc ça veut dire aujourd'hui un changement climatique, quoi qu'il en soit, irréversible dans les 50 ans à venir et qui doit être intégré de manière au plus juste dans les modèles de l'entreprise aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, une loi, qui est la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, impose justement, on parle d'efforts qui doivent être faits par les entreprises, impose aux entreprises, alors pour l'instant aux grosses entreprises, on parle d'entreprises qui font plus de 100 millions d'euros, qui ont plus de 500 salariés, et on leur impose un reporting extra-financier. La norme utilisée, c'est les critères ESG. Alors, je pense que tout le monde les connaît, mais je le rappelle quand même. E pour environnementaux, S pour sociaux, G pour gouvernance. Ils ont été énormément critiqués. On dit que certaines entreprises, peu morales, arrivent en tête de liste avec ces critères-là. Peuvent-ils pour autant accélérer le changement? Quel est le rôle de ces critères pour accompagner le changement nécessaire aujourd'hui des entreprises qu'évoquait Chantal? C'est un rôle clé parce qu'on ne pourra pas faire la transition au bon rythme s'il n'y a pas de carotte et bâton. Et donc, il faut qu'il y ait un bâton. Et le bâton, c'est effectivement ce que vous citez, mais c'est aussi la CSRD, donc une nouvelle directive européenne qui va rentrer en action en 2025. Et ça vraiment change le reporting. On passe d'un reporting d'objectifs à un reporting de progrès. Et donc, ça veut dire qu'il faut chaque année expliquer ce qu'on a fait, les pas qu'on a fait en plus sur des indicateurs environnement, sociaux et gouvernance qui sont normés et comparables entre eux. Donc c'est un énorme progrès pour auditer la performance extra-financière d'une entreprise. Donc ça va forcer. Donc il y a deux façons pour les entreprises de prendre cette nouvelle réglementation. Soit elles le prennent de manière un peu scolaire, c'est de la compliance. Et donc, je vais cocher les cases, mais je ne vais pas me remettre en question. Donc, c'est une façon de faire, mais c'est sans doute pas la meilleure façon de prendre cette obligation. Et puis, il y a la façon où j'utilise la norme qui m'est donnée sur environnement, social, gouvernance, et puis qui est définie par secteur. Vous n'aurez pas les mêmes indicateurs si vous êtes dans le fashion, dans la mode,
ou dans l'alimentaire, ou dans les produits d'équipement pour la maison. Et vous allez prendre chaque risque de votre activité de manière pluridisciplinaire dans l'entreprise. Donc la finance, bien sûr, les opérations, le développement durable, les RH, pour qualifier les risques que font porter l'activité de votre entreprise sur le climat, mais aussi dans le sens inverse, c'est ce que disait Chantal, pour prendre en compte les risques que le climat fait peser sur votre activité. Et donc c'est une occasion unique de revisiter son modèle d'affaires et de inventer des nouveaux offres de services. Et donc je pense vraiment que ça va faire changer les choses. Pour que ça fasse changer les choses, il faut que les données soient fiables. Et ça fait 70 ans qu'on produit de la donnée financière et elle est hyper fiable parce qu'il y a des générations d'experts comptables qui les ont peaufinés et on en a une vision ultra détaillée, ultra granulaire. C'est un peu moins le cas pour les données extra-financières. C'est en cours. Et parce que ces données-là, elles sont liées à des flux physiques. Le carbone, c'est lié à du poids de matière dans des produits. C'est des kilomètres parcourus par des camions. C'est autant des kilowatts d'énergie qui sont consommés dans tel ou tel pays, etc. C'est des litres et des litres d'eau qui ont été utilisés pour cultiver votre carotte ou votre balle de coton. Et donc, toutes ces données-là, elles sont extrêmement compliquées à collecter. Et elles sont aujourd'hui, dans les entreprises, prennent plutôt des moyennes. Mais de plus en plus, on va affiner cette donnée, collecter cette donnée et du coup avoir des données fiables, granulaires, qui permettront de prendre des meilleures décisions pour la planète. Donc ce n'est pas que du reporting, c'est aussi de l'aide à la décision pour un business qui va tourner dans une planète à 3 degrés. De l'aide à la décision et à la compréhension de son modèle dans sa projection à venir. Chantal, vous partagez, je crois, l'apport positif que peuvent avoir ces critères sur le changement des entreprises, mais vous soulevez en revanche une limite. Oui, ça va être très positif. Alors au début, vous n'allez peut-être pas le sentir tout de suite parce que vu le nombre de data points qu'il va falloir renseigner, ça risque d'être un peu douloureux. Rien que sur la partie environnement, j'ai recensé plus de 220 data points à renseigner. Donc ça peut être un peu lourd, on en convient toutes et tous, et surtout, ça va révéler énormément de choses sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc je trouve ça vraiment extrêmement intéressant dans la mesure où ça amène derrière une vraie réflexion stratégique, une vraie réflexion d'avenir sur fondamentalement, est-ce que mon entreprise elle va tenir le coup dans les années qui viennent? Est-ce qu'elle aura toujours une raison d'être dans les années qui viennent? Après, tout l'enjeu de ça, c'est quand même de savoir prioriser les choses. Et là où il y a une limite, alors peut-être pas sur cet exercice en particulier, mais dans le mode de réflexion collectif, c'est qu'on a tous été baignés avec cette idée du développement durable. Les fameux 3 cercles, où on avait l'économique, le social et l'environnemental qui se croisent. Et donc la partie développement durable, c'était le milieu. Comme si les 3 cercles se valaient et qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les cercles. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça parce que l'économique, normalement, est au service de l'humain et l'humain s'inscrit dans des limites planétaires dont on est en train de mesurer qu'effectivement, elles ne sont absolument pas infinies. Donc, dans la réflexion, il faut vraiment bien intégrer cette dimension qui est que la limite planétaire, il y a un moment ou un autre, on ne pourra pas la dépasser. Et c'est pour ça que ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les enjeux tout à fait stratégiques des chaînes d'approvisionnement, de se dire, tiens, mon implantation d'entreprise aujourd'hui se situe dans tel endroit. Est-ce que dans 10 ou 20 ans, ce sera encore possible, compte tenu de la montée des eaux, compte tenu des événements climatiques majeurs? Est-ce que demain, mes chaînes de distribution auront encore tout ce sens? Donc, tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la circularité s'inscrit dans ce contexte absolument stratégique, un contexte où on doit complètement repenser en fait, les modèles économiques de demain. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, hein, la circularité. On a lancé pas mal de réflexions sur ces sujets. Il y a évidemment l'Institut d'Hélène MacGregor, il y avait l'Institut en France de l'économie circulaire. Mais on était sur des réflexions beaucoup plus étriquées par rapport au sujet stratégique qui est celui qui est devant nous. Oui, moins tranché, moins volontariste. Alors justement, donc cette piste riche de promesses qu'est l'économie circulaire, qui va aider
à une réinvention des modèles nécessaires pour la majorité des entreprises. On a aujourd'hui 2 entreprises avec nous pour l'explorer ensemble. Une entreprise, je dirais, native en matière d'économie circulaire, c'est Le Bon Coin. Vous êtes circulaire by design. Et puis une autre entreprise historique, groupe Fnac Darty, où vous avez adopté ces pistes d'économie circulaire par démarche volontariste et très appuyée. Donc vous croyez toutes les deux, au nom de vos entreprises, à la dimension salutaire de ce nouveau modèle. Est-ce que vous pouvez le commenter et nous expliquer pourquoi? On va peut-être commencer par Amandine. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que Le Bon Coin, c'est un modèle un peu plus facile dans ce positionnement-là, puisque nativement, il y a 17 ans, quand on s'est lancé sur la petite annonce de biens de consommation entre particuliers, on a créé et aidé à développer en ligne le marché de la seconde main. Et on voit qu'on a une résilience, quelles que soient les périodes. Et en ce moment, c'est vrai, un momentum. Quand on a à la fois une pression sur le pouvoir d'achat et en même temps une volonté des consommateurs d'avoir un acte d'achat plus responsable, c'est vrai que la seconde main, et donc Le Bon Coin, est une solution tout à fait pertinente, puisque c'est entre 45 et 50% de baisse de prix si vous comparez un produit de seconde main et son équivalent sur le neuf. On voit qu'on a encore en plus une marge de progression assez folle, puisque c'est un marché qui fait à peu près 20% de croissance par an. La partie online, c'est à peu près 30% de ce marché qu'on estime à peu près en France à 15 milliards d'euros. Et quand on regarde à l'inverse le marché du digital, la seconde main, ce n'est que 8% de la valeur qui est faite sur l'ensemble des transactions en valeur e-commerce. Donc 8%, c'est encore faible. C'est très différent d'une catégorie à l'autre. On a des secteurs comme le textile qui sont plus avancés, mais on voit qu'on a encore beaucoup à faire pour développer cette offre-là. Nous, ce qu'on voit sur le Bon Coin, juste pour rappel, c'est à peu près un Français sur 2 qui se connecte sur la plateforme chaque mois. Donc c'est une entreprise qui a 17 ans. C'est entre donc 27 et 30 millions de visiteurs uniques. On a toutes les catégories de produits. On a 75 catégories. Biens de consommation, on fait aussi de l'immobilier, de l'auto, de l'emploi, de la location de vacances. Mais si on regarde le bien de conso, on a à peu près, même au global, 111 millions de transactions sur la plateforme l'année dernière. Et quand on interroge nos utilisateurs, à la fois d'un côté vente, ils nous disent que 35% des produits qu'ils vendent sur Le Bon Coin, si la plateforme n'existait pas, ils les auraient jetés. Donc on est une alternative à ne pas jeter les produits, et c'est vraiment ça notre obsession. Et à l'inverse, pour l'achat, ils nous disent que 50% ils ont acheté en seconde main en alternative à la première main. Donc là aussi, on a cette obsession d'essayer de faire de la seconde main le premier choix, et que donc quand vous avez un besoin d'un bien de consommation, que vous alliez plutôt sur Le Bon Coin que sur un acteur américain pour la recherche du produit que vous recherchez. Et alors, donc ça, juste pour le dernier chiffre, c'est à peu près, on essaye de valoriser du coup l'impact positif que la seconde main a sur l'écologie. Et donc, le fait de ne pas jeter ou de ne pas acheter du neuf, c'est 11,8 millions de tonnes de CO2 qui sont économisées grâce à cette activité sur Le Bon Coin. Et donc, je rajouterai moi-même un dernier chiffre, c'est que cette économie circulaire qui va permettre de réinventer les nouveaux modèles des entreprises est fortement poussée par le consommateur, puisque vous m'expliquez qu'il y a eu un avant-après Covid, vous êtes passé de 28 millions d'annonces à 67 aujourd'hui. Donc la demande est là et les consommateurs sont prêts à suivre dans ces nouveaux mouvements. Les gens se sont concentrés sur leur intérieur et d'un coup ont eu envie de changer de déco, de vider leur cave et leur garage. Donc oui, il y a eu un effet boost du confinement sur le dépôt d'annonces sur la plateforme et on a plus que doublé le nombre d'annonces disponibles. Donc le consommateur est à l'écoute. Géraldine, vous êtes directrice RSE du groupe Fnac Darty. Alors, la démarche n'est pas native, mais donc je le disais, très volontariste. Vous avez fait de l'économie circulaire une de vos pierres angulaires. Pourquoi ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, l'économie circulaire, c'est devenu une pierre angulaire au sein du groupe Fnac Darty, puisqu'on a conscience
que le modèle que François-Xavier évoquait tout à l'heure, classique de production et distribution, n'est pas soutenable. L'économie circulaire, c'est aussi pour un acteur comme Fnac Darty un levier majeur pour transformer le business model et trouver des leviers de croissance plus durables. Alors, ce qui a été un véritable phénomène accélérateur en termes de durabilité et d'économie circulaire, ça a été le lancement en 2021 de notre plan stratégique Everyday, qui a vraiment mis au cœur la durabilité, au cœur du business model. Ça a été aussi l'occasion, à l'occasion de la publication de ce plan, que de réaffirmer notre raison d'être, qui est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Alors, quand on parle durabilité chez Fnac Darty, on pense allongement de la durée de vie des produits. Et François-Xavier l'évoquait tout à l'heure, bien nous, chez Fnac Darty, effectivement, 90% du bilan carbone du groupe, c'est les produits que nous vendons. Donc, allonger leur durée de vie, c'est primordial. Et pour ce faire, effectivement, on active les différents leviers de l'économie circulaire, l'éco-conception, tout ce qui est produits, services durables, la réparation, la seconde vie et le recyclage. Alors sur le sujet de l'éco-conception et de l'incitation pour les fournisseurs à produire plus durable et pour nos clients à acheter plus durable, on a en interne chez Fnac Darty développé un outil formidable qui est le score de durabilité. Alors attention, le score de durabilité, ça n'est pas l'indice de réparabilité légale qui est que du déclaratif fournisseur. Le score de durabilité, ça fait la moyenne entre la fiabilité d'un produit, grosso modo le taux de panne, et Dieu sait qu'on a des datas sur le sujet, puisqu'on est le premier réparateur en France, et une moyenne avec la réparabilité. Et pareil, dans la réparabilité, on inscrit dans cet item de réparabilité le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées et le prix des pièces détachées. Parce que finalement, c'est bien sympa que d'avoir un produit qui est fiable et qui est réparable, mais si au moment de le réparer, vous n'avez pas ni les bonnes pièces détachées à un prix convenable, bah finalement, tout ça est un vœu pieux. On sait d'ailleurs qu'un frein à la réparation, c'est justement le coût de la réparation. Donc c'est majeur justement d'avoir dans ce score de durabilité cette pondération par le prix des pièces détachées. Et alors ce score de durabilité nous sert à faire plusieurs choses. Alors d'abord de faire tous les ans un classement des marques les plus durables par catégorie de produits. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller consulter le baromètre du SAV Darty et vous avez pour chacune des catégories de produits un classement des marques les plus durables. Et là, inutile de vous dire que ça a un effet très incitatif pour nos fournisseurs, notamment les fournisseurs qui ont plutôt une position un peu dégradée et en deçà de la moyenne. Et donc, ça permet un échange avec nos fournisseurs pour faire évoluer leurs produits, augmenter le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées. Et on voit d'ailleurs depuis des années, parce que ça fait 6 ans, c'est la 6e édition de ce baromètre, une progression réelle, justement, en termes de nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées. Et puis, ce score de durabilité, ça nous permet aussi de pouvoir, dans toutes nos catégories de produits, sélectionner ce qu'on appelle des produits choix durables. Donc, c'est à la fois dans une catégorie donnée, les produits qui ont le meilleur taux de score, enfin le meilleur score de durabilité et qui sont les moins énergivores. Et ça, c'est pareil, on les met en avant sur nos sites e-commerce et en magasin. Et donc, c'est un superbe outil aussi d'incitation à consommer de façon plus durable. Le deuxième levier, ça rejoint ce que vous faites aussi, Boncoin, c'est la partie de seconde vie. Alors nous, la direction de la seconde vie, ça c'est important de le noter, elle existe depuis 2019, mais elle est rattachée à la direction commerciale. Pourquoi c'est important? Parce que ça prouve bien qu'on considère que notre offre de seconde vie, elle fait partie intégrante de notre offre commerciale. L'autre grand sujet autour de la seconde vie et l'autre originalité finalement de la seconde vie chez Fnac Darty, c'est qu'on entend vraiment la seconde vie comme une alternative au neuf et d'avoir les mêmes standards qu'un produit neuf. Donc par exemple, en magasin, on a fait le choix, dont on fait un choix différent, mais en tout cas nous, on a fait le choix de ne pas faire un corner avec tout plein de produits seconde vie, mais que dans chacun des univers, par exemple la téléphonie, eh bien vous avez des produits neufs et des produits de seconde vie. Quand je dis les mêmes standards que le neuf, c'est si vous commandez aujourd'hui une machine à laver
en seconde vie chez Darty, eh bien, vous bénéficiez de l'installation et de la livraison par nos livreurs Darty. Et puis, et j'y reviendrai après, dans le cadre de notre abonnement Darty Max, ces produits sont aussi couverts par l'abonnement en illimité à la réparation Darty Max. Donc vraiment une volonté de faire de la seconde vie une réelle alternative au neuf. Alors, pour ancrer vos modèles d'affaires dans l'économie circulaire, vous misez aussi beaucoup sur la réparation, qui va de pair avec la durabilité. Est-ce qu'on peut en toucher 2 mots? Alors, sur la réparation, effectivement, c'est un des sujets aussi majeurs pour le groupe. Donc, comme je l'évoquais, on a lancé en 2019 un abonnement à la réparation en illimité Darty Max, parce qu'on sait que un des freins à la réparation, c'est le coût de la réparation. Donc, avec un abonnement, ça permet de lisser justement ces coûts liés à la réparation. Cet abonnement à la réparation, ça couvre finalement quasiment tous les produits que vous pouvez avoir chez vous, que vous les ayez d'ailleurs achetés ou non chez Darty ou Fnac. Donc ça couvre réellement l'ensemble des produits que vous pouvez avoir au sein de votre foyer. On fait évoluer régulièrement cet abonnement. Et en 2022, on a rajouté la possibilité qui est offerte à nos abonnés, que d'avoir un échange avec un technicien en visio, à distance, pour faire un peu un audit de tout l'électroménager qu'ils peuvent avoir au sein de leur foyer, pour avoir des conseils en termes de prévention et de maintenance. Et ça, c'est fondamental parce que, en fonction des catégories de produits, mais il y a certaines catégories où 50 à 60% des pannes pourraient être évitées par un meilleur entretien ou une meilleure maintenance. Donc c'est fondamental que de pouvoir aussi alerter nos clients, nos abonnés sur cet item-là. Et on voit donc que c'est gagnant, hein, puisqu'on a la fierté, là, depuis quelques semaines, on a franchi le cap du 1 millionième abonné à Darty Max, et on a un objectif en 2025 d'être à 2 millions d'abonnés. Et puis pour finir, sur le sujet de la réparation, donc c'est un sujet qui est, comme vous le voyez, hein, qui est important, qui est au cœur du modèle d'affaires. Pour autant, en France, le sujet de la réparation en termes de formation, de recrutement, c'est assez compliqué. On a des difficultés à recruter des techniciens, et donc on n'est pas resté les bras croisés chez Fnac Darty. Et donc on a créé au sein de notre académie de formation ce qu'on appelle des Tech Academy, pour justement pouvoir former des techniciens. Et on a un objectif de recrutement de 500 techniciens à horizon 2025. Donc vous voyez que vraiment, quand on dit que la circularité, la réparation, c'est au cœur du business model, c'est pas du greenwashing, ça va vraiment, et on est allé au bout du bout sur le sujet. Amandine, vous m'avez tenu un propos pendant la préparation que j'aime bien. Vous m'avez dit on a produit finalement tout ce qu'il fallait pour les siècles à venir. Donc utilisons-le. Pour vous aussi, la durabilité et la réparation, c'est les 2 nerfs de la guerre de l'économie circulaire. En fait, on travaille sur la seconde main par essence, entre cet échange entre les particuliers. De plus en plus, les professionnels aussi peuvent diffuser leur offre de seconde main sur la plateforme. Mais pour toujours aller chercher dans la chaîne de valeur de cette économie circulaire, on est en tout cas en réflexion de se dire comment on peut plus connecter encore la réparation sur un site comme Le Bon Coin, et notamment être caisse de résonance de toutes les initiatives qui sont faites au niveau de l'État, en fait, qui investit et préinvestit en fonds de réparation de nombreux millions d'euros. Mais si j'interroge peut-être la salle ou les gens autour de moi, assez régulièrement, les gens ne savent pas que ces fonds existent, ces bonus réparation. Et donc, ça concernait l'ensemble de l'électroménager et de l'électronique. Et plus récemment, ils viennent de lancer sur le textile, les accessoires, les chaussures, où une partie est prise en charge directement si vous allez dans les réparateurs agréés, les retouches, le fait de refaire ses semelles, en partie payées par l'État. Et donc, la réflexion est poussée chez Le Bon Coin de se dire comment on peut être un accélérateur sur ces sujets-là, de produits qui dorment dans les placards ou les tiroirs, qui ont besoin d'être reconditionnés ou besoin d'être réparés avant d'être soit réutilisés, soit être vendus sur la plateforme, ou quand vous achetez un produit, vous avez besoin parfois de le resizer s'il n'est pas forcément à votre taille, en utilisant ces bonus réparation. Donc on est vraiment dans une démarche là, de découverte pour essayer de mieux connecter
ce gisement de valeur pour encore plus pousser la circularité en complément de la seconde main. Et François-Xavier, pour vous, effectivement, au-delà d'être un levier de réinvention de modèle d'affaires, cette réparation, c'est un véritable défi. Vous rejoignez là-dessus Géraldine sur le sujet d'une pénurie. Oui, tout à fait. L'un des goulots d'étranglement de la réparation, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée pour réparer. Alors bien sûr, les produits d'équipement de la maison, mais aussi les vélos, les trottinettes. Il y a plein de catégories qui sont aujourd'hui réparables et qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre nécessaire. Et là, l'État a aussi un rôle à jouer, non pas que sur la demande, mais aussi sur l'offre, pour faciliter la création de véritables filières professionnelles, pour avoir des techniciens en nombre suffisant pour reconditionner et réparer les produits. On peut même imaginer une écologie industrielle de la circularité où par région, il y ait une ville ou une région qui soit spécialisée dans la réparation des vélos, une autre sur les machines à laver. Et ce sont des investissements qui peuvent être faits de manière coopérative entre l'État et plusieurs enseignes. C'est-à-dire que toutes les enseignes sont confrontées à ce problème-là. Il pourrait y avoir une solution collective à ce problème. Et c'est éminemment gagnant pour la planète, mais c'est aussi gagnant pour l'emploi, puisque ça crée de l'emploi en France. Et donc, voilà, ça serait trop dommage de faire réparer en Chine les produits de seconde vie, quoi. Je vous ai interrogé en démarrage sur l'état des lieux en termes de transition écologique pour le secteur du retail. Je vous interroge de manière un peu plus fine sur l'état des lieux en termes de maturité sur l'économie circulaire pour le retail. Où en est-on concrètement? Alors, il y a des enseignes très leaders comme Fnac Darty, comme Decathlon, où l'économie circulaire devient partie intégrante de l'offre. C'est ce que disait Géraldine. La seconde vie, le directeur de la seconde vie est sous le directeur de commercial. Parce que voilà, c'est présent dans tous les rayons, en ligne et en magasin, et c'est en train de se diffuser de manière large. Mais ce n'est pas le cas de toutes les enseignes. D'autres enseignes sont plus timides sur le test de ces modèles d'affaires-là, parce que c'est un vrai changement de métier. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins de vendeurs, de plus de techniciens, on a besoin d'avoir des ateliers de réparation, de reconditionnement, on a besoin de prestataires logistiques pour la logistique retour, puisque l'ensemble de la supply chain d'un retailer, il est vraiment focalisé sur pousser les produits en magasin. Là, il s'agit d'aller chercher les produits chez les clients ou en magasin pour les ramener dans une plateforme qui les reconditionnera. Et puis, il y a vraiment une logique de profitabilité. Il y a un certain nombre de prérequis pour que cette activité de seconde vie soit rentable. Et donc, il faut les réunir pour pouvoir, avant de scaler, de faire ça de manière à l'échelle. Donc, aujourd'hui, on voit que ça prend vraiment de l'ampleur dans les produits d'équipement. C'est né dans le smartphone, la micro-informatique, mais le GEM, le PEM devient vraiment le gros électroménager, le petit électroménager. La mobilité, tout ce qui est le vélo, la trottinette, c'est vraiment des produits, des catégories sur lesquelles la seconde vie prend de l'ampleur. Il y a des vraies niches aussi. Par exemple, le marché de l'enfant, aujourd'hui, c'est plus de 20% à la location de vélos, de cartables, de vêtements, parce que les enfants grandissent et donc c'est plus simple et c'est plus de prendre un abonnement pour s'ajuster, avoir le produit qui s'ajuste à la taille de son enfant. Et donc, il y a vraiment, les enseignes testent notamment la rentabilité de ces nouvelles offres sur la circularité. Mais je pense que les enseignes ont un rôle à jouer différent des plateformes comme Le Bon Coin, parce qu'elles sont garantes en quelque sorte de la qualité du produit de seconde vie. Elles apportent un service à celui qui vend son produit d'occasion parce qu'il y a un paiement sécurisé, rapide. Et c'est donc, il y a de la place pour... et puis elles sont omnicanales, ces enseignes. Elles ont à la fois un site et elles ont aussi un magasin, ce qui est un atout puissant pour rendre très pratique et très accessible l'offre de seconde vie. Donc je pense que les enseignes omnicanales ont vraiment un atout à jouer sur ce sujet de la circularité. Et ça va développer la circularité encore plus qu'aujourd'hui, parce que ça va permettre à ceux qui hésitaient
à passer à l'acte, à le faire, parce que ça sera aussi simple que d'acheter un produit neuf finalement. Et donc, et je pense que c'est une occasion stratégique pour les enseignes aussi de développer leur relation client. Quand on est sur la réparation, de la seconde vie, on a une interaction beaucoup plus fréquente avec les clients. Ça ne s'arrête pas au passage caisse une fois que le produit neuf est acheté. On accompagne le client dans tout le cycle de vie du produit. Et donc, c'est aussi un capital client qui augmente. Voilà, moi je voudrais quand même qu'on creuse une question qui est essentielle et à laquelle on a partiellement répondu, mais pas vraiment non plus. C'est la rentabilité de ces nouveaux modèles d'affaires. Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de créer des nouveaux modèles d'affaires rentables et viables pour les entreprises? Peut-être que Chantal Genoux peut prendre le relais sur cette question. Merci. Je pense que François-Xavier aurait plein de choses aussi à dire. En fait, ce qui serait suicidaire même, c'est de ne pas penser à ces nouveaux modèles d'affaires, de ne pas s'y préparer à une échelle de peut-être relativement courte, 5-10 ans, parce que le choc d'offre, on en a déjà pas mal parlé, le choc d'offre, il sera là. C'est-à-dire problème de disponibilité de certaines ressources, pour des raisons qui peuvent être des raisons géopolitiques comme des raisons écologiques, problème de prix de ces ressources, d'où la nécessité effectivement de se dire demain, comment est-ce que je vais créer de la valeur autour de tout ce qui a été évoqué lors de cette table ronde, des enjeux d'économie de fonctionnalité, des enjeux de relocalisation, de coopération. Ça, c'est un énorme changement aussi dans les organisations, des enjeux de coopération. Et ce qui est hyper intéressant et hyper innovant, c'est que en se posant la question de comment je m'adapte à cet avenir, on va avoir des réponses qui seront des réponses écologiques. C'est-à-dire qu'on va traiter les deux sujets en même temps. Donc on a un problème d'offre, on a quand même un problème de demande. C'est-à-dire que là, on est sur des modèles qui connaissent des croissances importantes, mais pour m'être occupé des questions de consommation durable et responsable depuis des années, on a des sujets où malheureusement ça évolue moins bien. C'est-à-dire que le développement, par exemple, de l'agriculture biologique et de l'alimentation biologique, moi, j'y croyais, mais à fond. J'étais persuadée, il y a plus de 16 ans, on s'est dit que ça va représenter 20% de la consommation. On plafonne à 6%. On plafonne à 6%. Et quand ça va mal, c'est des chiffres qui reculent. Et là, sur la demande, j'ai lu... Alors, c'est une étude d'Accenture. J'ai presque parfois l'impression que je l'ai plus lu que certaines personnes en interne, que j'adore, qui est une étude anthropologique sur le pourquoi, en fait. Pourquoi, quand on parle sustainability, finalement, les consommateurs ou les électeurs, quand on est politique, ils n'entendent pas la même chose et ils ne sont pas tout de suite convaincus. Et il y a un gap énorme entre la manière dont on s'adresse à eux et la manière dont ils conçoivent le sujet. Nous, quand on s'adresse à eux, et ce qui est vrai des responsables économiques, c'est vrai des responsables politiques, on est tout de suite dans le registre de la responsabilité, dans le registre de c'est bon pour la planète, donc c'est bon pour vous. Un registre qui finalement ne va pas tout de suite s'adresser à ce qui, eux, les motive, qui sont profondément les valeurs humaines. Et donc cette étude analyse très très bien le gap qui existe entre la manière dont on vend de la sustainability et ce qu'attendent plutôt les consommateurs comme les individus. Il faut leur parler d'abord de ce qui les intéresse eux, pour promouvoir ces questions de sustainabilité. C'est vraiment une étude qui permet de bien différencier les messages. Et un dernier mot sur ces business models. On est là ensemble, on ne peut pas ne pas parler de la campagne des dévendeurs. Je pense que c'est délicat de ne pas en parler. Donc je rappelle, campagne qui a été sortie par l'ADEME dans les précédents jours. Et donc j'étais présidente de l'ADEME. Et là, j'en parle vraiment à titre personnel, pas du tout au nom d'Accenture, parce que je sais que le sujet est très, très délicat. Le plus intéressant, en fait, dans la polémique autour de cette campagne, j'imagine que vous l'avez vu, parce que c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une campagne qui fait la promotion, finalement, de la réparation, de bien se poser la question quand j'achète un produit, est-ce que vraiment j'en ai besoin de ce produit? Ça crée toute une polémique. Le plus intéressant, c'est la polémique. Alors, la polémique a mis un focus énorme sur cette campagne. Le plus intéressant, c'est la polémique parce qu'elle nous dit deux choses, et deux choses qui sont vraies. C'est que se préparer à ces modèles économiques, ça prend du temps. Se préparer à son nouveau business model, ça prend du temps.
Et là, on n'y est pas encore. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est la polémique est d'abord venue du petit commerce, qui a tout de suite dit « Ouh là là, vous faites cette campagne à un moment un peu délicat pour nous ». C'est que, évidemment, le petit commerce, le retail, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de s'y préparer. La marche est haute. La marche est vraiment très, très haute. Et ils vont avoir besoin d'encore plus d'accompagnement que les autres, probablement, d'accompagnement des pouvoirs publics qui ont une obligation de réflexion stratégique autour de ces sujets. Pour vous, François-Xavier, il faut y aller de manière très ambitieuse sur ce nouvel modèle d'affaires. Pour que ça marche, pour que ça soit rentable, il faut se lancer de manière très franche. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réinterroger la mission de l'entreprise dans une planète à 3 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il s'agit toujours de vendre des produits sportifs ou est-ce qu'il s'agit d'augmenter la pratique sportive? Est-ce qu'il faut vendre des produits d'équipement de la maison ou est-ce qu'il faut garantir un fonctionnement optimal de votre cuisine? C'est vraiment cette révolution copernicienne. Le retail est né dans les années 70 sur l'industrialisation de l'achat-vente de produits de grande consommation. En 2050, et voilà, on sait qu'on ne pourra pas vendre le même nombre de produits parce que ça va épuiser les ressources, ça va émettre du carbone, etc. Donc, c'est quoi la mission de l'enseigne demain? Et du coup, il faut se préparer, comme le disait Chantal, à tester des nouvelles choses. Et donc, et voilà, est-ce que on vaudra toujours autant de raquettes de tennis avec des étés à plus de 40 degrés? Ou est-ce qu'il faut, l'avenir, c'est plutôt des salles de sport pour la pratique sportive? Il y a vraiment besoin de réinterroger. Et aujourd'hui, par exemple, Decathlon, pour ne pas les citer, sortent un service de voyage sportif, de pratiques sportives type UCPA, de coaching sportif. Donc c'est autant de services qui sont au service de la pratique sportive, mais qui ne passent pas par des produits neufs. Et donc il y a vraiment besoin de réinterroger sa mission, de tester des nouveaux modèles d'affaires qui sont très centrés autour du service et de la connaissance client. Et l'un des moyens aussi de rentabiliser, c'était votre question sur les modèles d'affaires, c'est d'exploiter cette connaissance client et de la monétiser. Donc la digitalisation et la data vont aussi permettre de rendre possible des modèles d'affaires qui étaient moins possibles il y a quelques années. Et donc vraiment c'est une question stratégique, c'est une question de mission d'entreprise et effectivement j'encourage à se poser vraiment la question et à se projeter dans l'avenir. Alors, on le répète, donc on a parlé de l'économie circulaire. Tout à l'heure, Amandine, je vous ai interrogé sur cette appétence pour l'économie circulaire en tant qu'observateur privilégié des consommateurs sur Le Bon Coin. Si on revient à ces leviers que peuvent activer aujourd'hui les entreprises, comme le fait Fnac Darty sur la réparation, la location, il y a aussi une vraie demande. C'est ce que vous me disiez, ça veut dire que vous le voyez. C'est-à-dire que les consommateurs eux-mêmes, de toute façon, sont en demande de ces nouveaux sujets et de ce nouveau mode de consommation. En fait, ce qu'on voit sur Le Bon Coin, qui n'est pas structuré par l'entreprise, c'est la location qui s'est développée elle-même entre particuliers, qui directement dans le titre de l'annonce propose de louer du matériel qui est utilisé peu de fois. Donc ça va sur des produits de bricolage, par exemple, sur une tondeuse. Mais on a vu, après le confinement, de la location de jardins, de piscines du voisin, qui ont été des tendances qui ont vraiment émergé. Ce n'est pas quelque chose qui, nous, proactivement, parce qu'on a d'autres priorités, on s'y intéressera certainement un jour, mais qu'on a structuré. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître sur la plateforme. C'est à peu près 80 000 annonces par mois qui sont disponibles de locations diverses et variées. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment un signal faible qu'il est de moins en moins qu'on voit sur le site. Donc le consommateur a inventé sa propre offre. Et vous me disiez que c'était pareil pour le don, qui est une manière de recycler. Ça veut dire qu'en fait, ils ont eux-mêmes... Alors ça, nous, on l'a structuré. Sur Le Bon Coin, c'est un peu moins su, mais vous pouvez vendre ou acheter les produits, mais aussi vous pouvez donner les produits de façon gracieuse. Et donc, c'est tout à fait possible si vous
déménager et que vous avez de vendre une partie, ou si vous voulez faire un acte plus solidaire, de pouvoir donner les produits. Ça, il y a une fonctionnalité sur la plateforme qui permet de le faire, et c'est à peu près 50 000 dons qui sont faits chaque mois. Alors, on a bien compris qu'il fallait commencer à travailler de nouveaux modèles d'affaires, que de toute façon, le choix n'était plus vraiment une option. Mais comment on y va? Donc, est-ce que cette dernière partie de table ronde, on peut la consacrer finalement à des bonnes pratiques ou des conseils pour aider les entreprises à prendre ce chemin qui est quand même ardu? On pourrait par exemple commencer par Chantal. Oui, effectivement, le chemin est ardu, et j'étais en train de me dire que j'arrête pas de vous parler d'échéances à 10 ou 20 ans, et c'est pas toujours la première échéance à laquelle on pense. Parce que pour le plan écologique, c'est une échéance de très court terme, mais évidemment pour le plan économique ou industriel, ça peut paraître quand même une échéance de plus long terme. Donc moi, j'aurais juste 2 conseils. Le premier, c'est que il faut effectivement avoir cette vision stratégique en intégrant toutes les données, donc très systémiques, et le faire en prenant des scénarios qui sont des scénarios scientifiques, donc qui existent aujourd'hui, mais sans exclure, parce que ça, c'est ce qu'on fait politiquement, et je trouve que c'est une erreur. Il ne faut pas exclure les scénarios extrêmes. Il ne faut jamais exclure les scénarios extrêmes. Ça permet d'être beaucoup plus innovant. Le deuxième point, c'est que vous avez tous là, ici dans cette salle, et vous avez la capacité à créer et à inspirer des récits collectifs que le politique n'a plus. Si j'ai quitté la politique, c'est aussi parce que j'avais la conviction que le meilleur lieu pour agir, c'était plus là. C'était vraiment dans le monde économique, où il y a un impact en fait sur la société qui est beaucoup plus important que le monde politique, ne serait-ce que par que ce soit par les modèles que vous proposez, ou par les campagnes marketing, ou les campagnes de communication. Et là, il y a vraiment moyen effectivement de recréer des nouveaux récits, des modèles qui inspirent autour alors sans provocation, après l'American Way of Life, le Green Way of Life, quoi, quelque chose qui serait beaucoup plus compatible avec les échéances qui nous préoccupent. Vous me disiez qu'en fait, jusqu'à présent, finalement, on avait toujours été éduqués dans une société dans le toujours plus et pas dans le mieux, donc c'était un vrai travail et que ça n'allait pas non plus être simple. Non, c'est un travail. Il y a une étude intéressante de l'ADEME qui montre que les gens en fait, considèrent à plus de 90% que tout ce qui est publicité incite à consommer plus. Il y a aussi des théories qui ont été développées par des neurobiologistes que vous devez connaître, qui s'appellent le bug humain, qui disent que grosso modo, notre cerveau est configuré depuis l'Antiquité des temps, depuis Sapiens, pour être justement dans le toujours plus. Mais qu'en même temps, qu'ils expliquent aussi, c'est qu'il y a quand même des moyens d'agir, il y a quand même des moyens de correction. Donc, de passer du toujours plus au toujours mieux, de vendre à côté du matériel, de l'immatériel, c'est manifestement, effectivement, la voie d'avenir, mais de toute façon, qui est une voie inévitable, puisque la ressource, elle est contrainte. La ressource est contrainte. Donc, si on veut tous obtenir le même niveau de confort, de satisfaction, il faudra qu'on le développe avec des éléments qui ne sont pas basés sur des ressources matérielles. C'est aussi bête. François-Xavier, quelque chose à ajouter? Oui, juste le point à ajouter, c'est que pour faire cette transition, il y a une vraie nouvelle chaîne de valeur à créer, qui est la chaîne de valeur circulaire. Les enseignes ne pourront pas le développer seules. Elles ont besoin vraiment de coopérer. C'est ce que j'appelle la coopétition, c'est-à-dire que la compétition mais la coopération en même temps, et avec l'État pour développer cette chaîne de valeur. Il y a besoin de nouveaux acteurs, à la fois des acteurs du reconditionnement, des acteurs de la logistique retour, aussi des outils d'achat, parce que la circularité, c'est vraiment bien acheter des produits qui sont dans vos placards. Et bien faire en sorte que ces produits sont dans un état correct ou très satisfaisant. Donc, c'est des nouvelles façons d'opérer du commerce. Et donc, elles le feront ensemble. C'est vraiment un jeu à plusieurs qu'il faut mettre en place pour que ça prenne à l'échelle.
Alors, Géraldine, je vais être un peu plus dirigiste en ce qui vous concerne. Donc, vous êtes une entreprise avancée sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par Accenture qui sont déjà appliquées chez vous. Vous êtes reparti de votre raison d'être. Vous l'avez fait évoluer pour rentrer dans une économie d'usage et non plus une économie linéaire. Et vous m'aviez parlé de quelque chose de très intéressant en préparation. Donc, j'ai vraiment envie que vous développiez ce point. C'est la décentralisation nécessaire de la RSE. Voilà, qui doit arrêter d'être une direction à part entière, c'est pourtant votre rôle aujourd'hui, mais qui doit être beaucoup plus infusée, diffusée au sein de l'entreprise. C'est clair, et ça j'en suis persuadée, que le sujet pour que l'économie circulaire, la durabilité, ça infuse vraiment dans le business model, il faut vraiment que ça soit vraiment diffusé concrètement dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc on a fait le choix, par exemple chez Fnac Darty, d'avoir une direction RSE finalement qui est très ramassée. Dans mon équipe, il y a 3 personnes. Alors effectivement, c'est un peu court, je raloute tous les jours, mais globalement, tout ça n'est pas très grave parce qu'on a fait le choix d'avoir des référents sur un certain nombre de sujets. Si on parle, on a créé un comité climat quand on parle de décarbonation, on a un comité économie circulaire, un comité durabilité. Alors tous ces comités, c'est pas pour le plaisir, c'est pas de la comitologie pour se faire plaisir. Tous ces comités sous l'égide d'un ou 2 membres du COMEX. Alors ça aide aussi. Hein. Le fait qu'il y ait un membre du COMEX, ça aide à faire avancer les choses. On a vraiment des patrons de filières opérationnelles et on est là sur le concret, la mise en œuvre de plans d'action. Et donc vraiment le sujet, et ça j'insiste, pour que ça marche, pour que ça fonctionne dans les entreprises. Vous parliez de cooptation entre les différentes entreprises. Et bien pour que ça marche à l'intérieur de l'entreprise, il y a aussi ce sujet de coopération et que tout le monde participe à ce sujet de la durabilité et que finalement, ce sujet de la RSE, de la durabilité, ce ne soit pas l'apanage d'une direction un peu hors sol, mais que ça infuse vraiment dans l'entièreté de l'entreprise. Oui, alors je me permets d'ajouter peut-être un fait anecdotique, mais qui pour moi ne l'est pas, c'est que ça va jusqu'à la rémunération de vos vendeurs, qui est en partie objectivée sur des critères RSE. C'est même plus que les vendeurs, en fait, c'est tous les salariés du groupe Fnac Darty qui ont une rémunération variable. Eh bien, il y a 10% de cette rémunération variable qui est liée à un critère RSE et au plus proche de leur activité. C'est-à-dire que dans les magasins, il y a un sujet de parité. Donc, le 10%, ça va être affecté justement à la parité homme-femme. Chez mes petits amis du SAV, là, j'en vois là-bas, ou de la durabilité, on va parler de nombre de produits réparés, de score de durabilité, ou les équipes transport de diminution de leur empreinte carbone. Donc on est vraiment, effectivement, et ça aussi, ça permet de bien infuser la RSE partout quand on touche un peu au porte-monnaie. Donc tout le monde est concerné. Je laisserai le mot de la fin à Amandine, puisqu'au-delà des conseils et des bonnes pratiques, Le Bon Coin a été jusqu'à créer récemment une offre spécifique justement pour aider les entreprises à marquer le pas et à accélérer cette démarche de transition dans le passage à l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut développer un peu pour terminer? Oui, avec plaisir. En fait, le constat, on voit chaque jour, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'une marque ou qu'un retailer fasse une proposition de gestion de sa seconde main, souvent dans son écosystème, et donc ça pousse, et c'est super. Ça pousse pourquoi? Parce que c'est une demande de l'utilisateur final qui veut avoir accès à ces produits-là moins chers. Ça pousse parce que le légal aussi pousse à ça. Dans le cadre de la loi AGEC, on ne peut plus brûler, enfouir, envoyer de façon monstrueuse les stocks en Afrique. Donc il faut traiter ses propres produits, que ce soit les retours e-commerce, les invendus. Il faut voilà, savoir traiter ces produits-là. Et puis ça pousse parce que les marques, elles se rendent bien compte évidemment qu'elles veulent maîtriser leur environnement et le faire bien. Et donc elles s'intéressent de plus en plus à ce que deviennent les produits une fois qu'elles les ont vendus une fois. Et Le Bon Coin, on s'est dit, c'est génial que toutes ces initiatives se fassent dans un écosystème, mais nous, quand on a un Français sur 2 appétant à la seconde main qui vient sur le site pour chercher ça, on peut aussi être un partenaire de choix pour aider ces marques-là à aussi diffuser leurs annonces sur Le Bon Coin. Donc on le faisait de façon manuelle
avec des partenaires comme Auchan ou Boulanger, de façon locale. Je rejoins aussi le sujet que, évidemment, les stocks ils sont diffusés partout en France, dans toutes les habitations des Français et des Françaises, et donc, ou dans les magasins pour les professionnels, qu'au niveau du magasin, des modèles d'exposition, des produits qui sont légèrement abîmés, des retours e-commerce avec un packaging qui n'est pas top, ces produits-là, on ne sait pas forcément quoi en faire et comment les faire cohabiter avec du neuf. Fnac Darty le fait peut-être bien, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette compétence-là encore, ou pas l'audience nécessaire pour vendre ces produits-là, et donc ils les diffusent en parallèle sur le Bon Coin. Ça permet d'aller toucher cette cible vraiment appétente à la seconde main et même de les faire venir en magasin parce qu'ils font du click and collect. Et donc progressivement, on est en train d'industrialiser cette démarche avec des connecteurs de flux. Donc on a déjà connecté Shopping Feed, Sellermania ou pour certains grands acteurs en API, donc en connexion directe sur la plateforme. Et donc, c'est une offre qu'on propose. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un stand. Je vous invite à venir nous voir pour être vraiment cette marketplace professionnelle, mais vraiment dans l'ADN de ce qu'est le Bon Coin. Pour nous, la volonté, c'est pas de vendre de la première main, mais c'est vraiment d'aider les marques, dans le cadre de la loi AGEC, à trouver une seconde vie à tous ces produits dont ils ne savent pas toujours quoi faire. Alors, on pourrait encore en parler pendant des heures de cette économie circulaire. Malheureusement, le temps qui nous était alloué touche à sa fin. Donc, je vous remercie infiniment pour cet échange.